Dans cette session-là, pendant 50 minutes, nous allons essayer de parler des cloud patterns, vraiment dans l'idée de comprendre un petit peu les tendances et un petit peu notre vision. Donc je me présente, Julien Enduré, je suis CTO de Zenica Nantes et organisateur de ce DevFest. Bonjour, Didier Girard, je suis VP Engineering chez Sphere. Donc on va commencer simplement par en fait là où on veut aller. Essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, si je dois développer une application, ben voilà, je vais choisir un runtime, développer du code, et puis je risque d'avoir besoin de logs et de la donnée. J'ai plutôt envie de dire que ça c'était hier. Ok. Hier, on développait une application avec un runtime, on générait des logs et on accédait, on produisait de la data. Ok. Donc aujourd'hui, maintenant, ouais, ce qui se passe, c'est que je fais une plateforme. Donc ce qui se passe, c'est que je vais essayer plutôt, on va essayer plutôt d'exposer une API, ok, parce qu'on veut que ça soit disponible. Et puis du coup, j'aurai toujours un back-end qui est basé sur un runtime. J'utilise toujours mes logs, j'utilise toujours mes données. Ok. Mais dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est justement maintenant, c'est passer sur de plus en plus sur des choses dans lesquelles on va avoir des tiers qui vont manager des parties de notre plateforme pour nous, en fait. Donc la première chose qu'on a envie d'avoir managé, c'est le runtime. Donc là, il y a un peu, c'est tout le mouvement de ce qu'on appelle les PaaS, Platform as a Service, dans lequel on a des runtimes qui sont managés. On verra qu'il y a plein de manières d'avoir des runtimes managés maintenant. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le truc qui est déjà à la mode, hein, qu'on voit beaucoup avec Docker et pas mal de choses. Mais l'idée potentiellement, c'est d'aller plus loin. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus, c'est de se dire, ok, c'est bien d'avoir son back qui est managé. Ce qu'on veut maintenant, c'est aussi avoir toute la partie data. Donc quand on parle data, ce n'est pas simplement les données qu'on va stocker, mais c'est aussi les fichiers, les images, les multimédias, etc. C'est de les stocker sur des infrastructures qui sont managées. Et puis ça va être pareil pour tout ce qui est log ou monitoring. C'est plutôt que d'avoir créé toute sa propre chaîne de log, en fait, c'est aussi à nouveau de partir sur des infrastructures qui sont managées. Voilà. Une API, aussi maintenant, on est capable d'avoir des solutions qui permettent d'avoir des API managées. Alors, qui connaît? Il y a une structure à Nantes qui s'est spécialisée là-dedans. Qui la connaît? Comment s'appelle-t-elle? Restlet et ça avec API Spark. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on cherche maintenant de plus en plus à avoir, et c'est pas pour rien que récemment Google a acheté pareil une énorme structure qui permet de faire de l'API managée. Et puis dans le domaine, dès que vous faites des sites web et que vous les exposez sur Internet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de risques de se faire attaquer par des attaques de type DDoS. Et l'idée, c'est aussi de partir maintenant sur des infrastructures qui vont vous protéger en fait de ces attaques. Donc des infrastructures qui sont elles-mêmes managées. Il y en a une qui s'appelle Cloudflare, qui a plutôt le vent en poupe. Et en gros, c'est vous allez protéger vos services avec Cloudflare et vous les exposez plus directement sur Internet. Vous passez par un service managé qui va vous protéger en fait. Et en plus, souvent, directement avec ça, on a des mécanismes de CDN. Donc notre appli est redondée, disponible un peu partout dans le monde. Donc c'est quand même assez chouette. Voilà, donc ça c'est un petit peu les tendances qui sont en train d'émerger, c'est de dire de plus en plus on va se concentrer sur le développement de son application, et puis tout ce qui est service périphérique qui nous aide à avoir une application qui tourne, c'est de partir sur des solutions qui sont managées de manière à faire de moins en moins de ops en fait. Voilà. Et au-delà de ça aussi, la tendance qu'on a dernièrement, c'est on n'a pas un unique back, ok. On va avoir plusieurs back-ends, et bon, après, on peut parler de microservices, etc. Mais souvent, on va quand même découper son application en différents domaines, et du coup, avoir différents back-ends associés à ces domaines. Et donc, dans l'idée, c'est aussi d'avoir, quand on a découpé son application, comme ça, c'est aussi d'avoir des systèmes qui nous permettent d'avoir un runtime de containers managés.
Alors, Voilà. Ouais. la notion de code runtime, on va partir d'un postulat. Du coup, on va se dire, bah, grosso modo, en 2016, toutes vos applications tournent dans un conteneur. Est-ce que c'est le cas? Qui a des applications qui tournent dans un container? C'est pas mal quand même. Hein. Il y a pas mal de mains levées. Ouais, pas mal de mains levées. Et qui aimerait avoir son application qui tourne dans un container? Là, tout le monde lève la main, là. Ouais, c'est bien. Aussi, un point important, bah, c'est pas parce qu'on fait du container que forcément on bascule sur une architecture microservice. Hein. Souvent, les gens ont associé ces deux choses-là. Voilà, je pense qu'une des bonnes pratiques, c'est déjà de partir dans du container. Après, il peut y avoir des moments où on a besoin de mettre en place du microservice. Ce n'est pas une obligation. On verra, on pourra peut-être en discuter à un moment donné. On parle de microservices plus précisément. Si on a le temps, on vous expliquera à quel moment il faut partir sur ce type d'archi. Donc, si on prend le cas de départ, on va dire que mon application, voilà, l'application vieillotte, on va dire, où j'ai besoin pas forcément d'installer ma donnée, d'avoir un système de fichiers, d'avoir mon runtime à moi, bah, du coup, j'ai plutôt essayé de partir sur du YAS. Ouais. Alors le YAS, on le retrouve encore beaucoup. Hein, moi, je travaille encore avec beaucoup de clients qui ont des applications qui tournent chez eux et qui, pour plein de raisons, les emmènent sur le cloud. Ce qu'on fait, c'est du YAS. Il y a aussi une autre raison sur laquelle on peut être amené à faire du YAS, c'est qu'à un moment donné, notre application, elle a vraiment besoin d'accéder au disque dur ou à des choses qui sont plus système. Et là, on ne veut pas de couche d'isolation, on veut pouvoir y aller directement, et donc on part sur du YAS. La plupart des cloud providers qui vous proposent des solutions YAS vont vous imposer un OS en fait. Donc il y a une palette d'OS, hein, mais vous n'allez pas pouvoir, vous allez être obligé de jouer dans la palette d'OS qu'ils proposent en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle d'OS imposé. Vous choisissez pas vraiment votre OS, vous êtes obligé de choisir dans un catalogue en fait, globalement. Après, si on part sur du CAS, donc CAS, qui a déjà vu ce mot? Un petit peu? Ouais. Je ne sais pas si ça va vraiment émerger. On a mis ça pour Container as a Service, en fait. Voilà. Pourquoi pas, hein. Après tout, il faut bien, de temps en temps, inventer des nouveaux mots. C'est notre métier. Ok, là, du coup, dans l'idée, on essaye d'oublier la notion d'OS et on va se concentrer plutôt sur la solution de containerisation qui nous sera, on va dire, la notion d'orchestrateur qui sera plus ou moins imposée. Voilà. Donc, si vous partez sur un gestionnaire de container, lui, de type hébergé, lui, il va dire moi, je supporte tel type de container. Donc là, actuellement, il y a deux grosses familles de containers, c'est Docker et Rocket. Et je pense que la plupart des solutions de type CAS, pour l'instant, supportent exclusivement du Docker. Donc admettons que vous ayez containerisé votre application dans du Rocket et que vous cherchez quelqu'un qui va vous proposer du container managé, ce sera embêtant. Si vous voulez aller vers ce type d'infrastructure de container managé, la bonne solution actuellement, c'est de faire du Docker. Prendre des choses populaires. Après, il y a le PaaS. Donc là, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que c'est. Hein. Mais donc dans le PaaS, en fait, le système qui va exécuter votre code vous est imposé, en fait. Donc vous avez encore un peu moins de degré de liberté. Quand vous allez sur les solutions PaaS, soit vous êtes capable d'exécuter du Java, du Go, du Python. En gros, vous êtes dans un espace de faisabilité qui est fermé. Et le provider de la solution PaaS va vous imposer un certain nombre de langages, en fait. Et souvent, un certain nombre de services directement disponibles pour faire un certain nombre de choses. Souvent, une solution PaaS arrive avec tout un écosystème managé. Ouais. Et puis, il y a le petit dernier. Alors, qui a déjà vu FAS? Waouh 1%. Donc, FAS, je ne sais pas si le mot existe vraiment aussi, c'est un peu comme CAS. En tout cas, il y a tout un mouvement qui est en train d'arriver, c'est de dire, plutôt que de coder une plateforme, de temps en temps, j'ai besoin de déployer un tout petit bout de code, en fait, une fonction. Et puis j'aimerais bien ne pas avoir à me coltiner l'installation d'un serveur d'app, etc., pour pouvoir juste exécuter ce petit bout de code. Donc il y a deux cloud providers qui proposent ça. C'est Amazon avec les Lambda Functions et puis Google avec les Cloud Functions, en fait. Donc là, l'idée, c'est que vous allez coder une fonction et vous allez demander à l'infrastructure de l'héberger et de l'exécuter, en fait. S'il y a du trafic qui arrive sur cette fonction, eux, ils vont vous provisionner les ressources pour encaisser de manière automatique. Donc c'est vraiment des tout petits bouts de code qu'on met
qu'on déploie en fait. Alors là, du point de vue de ce qui est le FAS et d'architecture, c'est encore assez compliqué d'imaginer ce qu'on va pouvoir vraiment en faire. Pour l'instant, on est plutôt dans des systèmes, genre il y a un fichier qui est arrivé sur du cloud, une solution de stockage managée, et puis je dois déclencher un traitement. Par exemple, c'est quelqu'un qui a uploadé une image, et ce que je veux faire, c'est retailler l'image pour qu'elle soit disponible sur toutes mes plateformes. Et bien là, il va y avoir une petite fonction qui va être sollicitée dès qu'il y a une image qui arrive, en fait. C'est ça qu'on fait avec ces systèmes-là. Et pour le coup, avec ces systèmes-là, on va avoir encore beaucoup plus de choses imposées. En fait, on ne voit pas d'OS, on ne voit pas de container, on ne voit pas le runtime est aussi complètement imposé, voire le request dispatcher. C'est vraiment dans la manière de déployer, ce que vous déployez, c'est juste une fonction, en fait. Et cette fonction, elle ne fait pas partie d'un écosystème, elle n'est pas dans une application, elle n'est pas dans une plateforme. On a vraiment juste déployé quelque chose de très unitaire, en fait. C'est microservice du PaaS, quoi. Ouais, c'est du nano-service. Tu me fais une petite démo? Allez. Donc l'idée, c'est quoi? C'est montrer un petit peu de l'intérêt du container as a service. Donc ce que Julien va nous montrer, c'est qu'il a développé une petite application, un Hello World. Et qu'est-ce qu'il fait ce Hello World? Il dit simplement, voilà, je suis en train de tourner sur cette machine. Donc il a décidé de le coder en Go. Qui a déjà codé en Go? Ah, je suis content, ça progresse. Alors, le Go, moi, c'est un langage que j'aime bien. Et ça fait quasiment 2 ans, quand je code à titre perso, je le fais qu'en Go, en fait. Et puis, j'essaye de le pousser de plus en plus chez mes clients. C'est vraiment, pour moi, le langage qui est né dans l'ère moderne du cloud et de la containerisation. Je pense que c'est un langage qui est promis un bel avenir. Donc voilà le petit bout de code. Je ne sais pas si tu veux le commenter. J'affiche le hostname de la machine. Bon, c'est pas impressionnant, mais bon, pour la démo, ça sera suffisant. Donc là, dans l'idée, j'ai compilé le binaire pour mon Mac, et puis je le lance. Donc j'ai un petit starting Hello Universe, et puis quand je me connecte... Ouais, tu es là, ça va. Hyper simple. Donc là, c'est simplement un main que tu exécutes sur ton Mac, et qui fait Hello, et qui dit, voilà, je suis sur telle machine. Et puis j'ai mes petits logs derrière, tout va bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je reste vraiment sur ma machine, j'ai mon code, je suis autonome. Est-ce que tu peux maintenant, ce petit binaire, donc c'est aussi l'intérêt de Go, hein, souvent c'est un peu, dans certains langages, c'est un peu compliqué de créer une app. En tout cas, il y a plein de dépendances qu'il faut gérer, puis à la fin, on a plein de fichiers à déployer. Dans l'écosystème Go, ce qu'on va générer, c'est un binaire. Donc du coup, c'est assez facile à packager, c'est aussi la force c'est une des forces pour passer à la containerisation. Donc là, je veux bien que tu me le mettes dans un petit container Docker. Pas de souci. Puis que derrière, tu m'exécutes juste ce petit binaire dans un container Docker, toujours sur ta machine. Ok. Bon, là, je l'ai buildé du coup pour... Hop, donc je construis un magnifique Hello Universe. Donc pour info, le Dockerfile, il est tout bête. From scratch. Là, j'ai vraiment un point d'entrée unique qui est Hello Universe, qui correspond exactement à mon packaging Go, qui est autonome. Ouais. Juste, pourquoi est-ce qu'on aime bien Go aussi, c'est que du coup, les images Docker, quand on le fait en Go, elles sont vraiment très très petites. Et ça, elles prennent très peu d'empreintes mémoire, ça démarre ultra vite. Donc c'est ça qui est vraiment sympa avec ce langage. Donc exécute ton container, on voit que ça démarre instantanément. Même si ça ne fait pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Non, c'est pas ton deuxième onglet? Non, c'est ça. Voilà. Logique. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est simplement repris notre petit binaire, on l'a mis dans un container Docker, on le démarre et on voit que du coup, démarrer son app dans un container, c'est vraiment instantané. On peut dire que la valeur de l'avoir mis dans un container, pour l'instant, elle est assez faible. En tout cas, on pourrait expliquer, trouver plein de justifications pour le faire, mais la valeur, ce n'est pas simplement de le mettre dans un container, c'est que si à un moment donné, j'ai envie de déployer ce container sur une infrastructure de container, ce sera du coup beaucoup plus simple. Ce que j'aimerais donc maintenant, c'est que tu me prennes ce petit container et que tu me le déploies chez un cloud provider qui me propose une solution de container as a service. Alors pour ça, en fait, j'ai un petit fichier prêt, c'est un petit fichier de description en fait, de mes réplicas. Donc en gros, j'explique. Donc là, on va utiliser Kubernetes. Donc il y a la notion de pod. En gros, c'est mon application, mon réplica. Alors, Kubernetes, c'est juste un manager de container. C'est pas container as a service. Voilà. C'est un produit open source que vous pouvez installer sur votre infra. Voilà.
Et donc là-dedans, en gros, juste les dernières lignes, ça montre que voilà, je vais avoir mon image Hello Universe 001 qui sera exposée du coup sur le port 80. Et ce qui est intéressant, c'est en réplica, du coup, dans l'aspect, je dis, je veux un seul réplica pour le moment. Donc soit Julien pouvait déployer ce Kubernetes, installer une infrastructure, donc provisionner des machines en interne, installer Kubernetes dessus, et puis surveiller que le gestionnaire de containers fonctionne bien. Soit du coup, toi, tu as préféré la solution du flemmard, c'est de dire, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui le fait pour moi. Bah, pour une démo de 5 minutes, je ne vais pas m'amuser à créer mon cluster, etc. Ouais. Je me dis, j'ai un truc sur étagère qui s'appelle Google Container Engine. Bon, bah, je vais l'utiliser, j'aurai un Kubernetes disponible et je vais pouvoir créer mes services. Puis tu n'as pas envie d'être réveillé la nuit parce que le gestionnaire de containers est en train de tomber. Tu préfères que ce soit d'autres. C'est ça. Donc là, j'ai publié ma description de mes réplicas. Et puis, il y a autre chose qu'il faut que je déclare, en fait, c'est quoi mon service exposé vers l'extérieur. Donc là, en gros, l'idée, c'est de dire, bah, je vais prendre tous mes réplicas, et puis devant, en gros, je vais mettre un load balancer qui sera exposé et qui sera disponible. Donc ça, c'est pareil, il faut le créer. Jusque-là, tout va bien. Là, du coup, je demande, est-ce que mon application est bien en train de tourner? Là, ce que tu es en train de me dire, là, que tu as déployé ton container sur l'infrastructure de Google, dans un système de container managé, et là, quand tu fais l'espèce de petit « montre-moi tous mes containers qui tournent », il te répond qu'il y en a un qui t'en a déployé un. C'est ça. Ouais, je vais peut-être avoir un petit peu de charge sur mon système, j'aimerais bien que tu m'en déploies 5 en fait. Juste avant, ce qui serait pas mal, serait de voir un petit peu quel est mon service. Là, on voit du coup mon service que j'ai publié. Voilà, il est en train de se déployer. Et l'idée, c'est juste de vous montrer en fait que mon appli elle est bien disponible sur le net de la même manière que c'était disponible sur mon Mac avant de commencer à s'amuser à scaler. Ok, vas-y, montre-moi dans ton navigateur que ça marche bien, c'est ça? C'est exactement. Vas-y. Et là, tu trembles. Bon, ça va. Là, je commence à trembler. Allez, en attendant, montrons autre chose. Pourtant, il a bien l'air d'être déployé, ton truc. Donc là, j'ai une petite IHM en fait avec Kubernetes, donc c'est pas forcément lié à GKE, mais là il me la propose directement. C'est qu'en gros qu'avec Kubernetes, bah, je peux voir la même manière que j'avais ma petite commande getpod. Maintenant j'ai une IHM disponible. Tac. Voilà, ça fonctionne. C'était quand même long le déploiement. Hein. Ouais, c'était un peu long. Ouais. Le service était un peu long. Tu m'en déploies 5 maintenant là. J'ai un pic de charge. Scale. Donc allez, on va passer à un pic de charge. 25 carrément. Ok, et puis du coup... Fais-moi un petit ls là pour me montrer un petit peu si tu en as bien en local en ligne de commande là. Waouh. Ok. Pas mal quoi, on peut l'applaudir. Hein, et on voit bien dans l'IHM, on est monté à 25. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est dire ben, j'ai containerisé mon application, maintenant je suis capable de la déployer sur une infrastructure, j'ai du trafic qui arrive, ben, je provisionne des instances de mon container Docker pour accueillir tout ce trafic, et puis je veux bien que tu me fasses un petit downscale, là d'un seul coup j'en veux plus qu'un. Ah non, d'abord tu me montres qu'on va bien... Voilà, qu'on arrive bien tous à les pinguer, là c'est relou. Ah oui. Donc j'ai créé mon nouveau service, mais forcément... si tu mets pas la bonne adresse IP... Ah, c'est ça, forcément ça marche moins bien. Donc là en gros, je fais juste une petite boucle sur mon magnifique script infinite wget pour appeler du coup les différentes instances. Donc là c'est juste pour montrer que vraiment j'ai une notion de load balancer et qu'il appelle différentes instances un petit peu comme ça. Donc ça ce qui est intéressant c'est que du coup je suis parti vraiment de rien et là en quelques secondes j'ai quelque chose qui tourne. Ce qui est intéressant de voir aussi c'est que
on peut downscaler du coup et montrer un peu ce que ça donne. Donc là j'étais à... Hop, et puis on redescend un petit peu à 4 réplicas. Voilà, c'est fait, et puis... Voilà, j'ai 4 pods qui sont disponibles. Ça marche trop bien, quoi. Donc voilà. Juste, il y a quelque chose quand même qui est assez important, c'est que là, admettons, on a une application web sur laquelle j'upload des images, parce que je suis en train de faire un site web et j'ai permis aux gens de poser des images. On voit tout de suite que là, ce service qui va accueillir l'image, s'il la stocke sur le disque sur lequel est en train de s'exécuter le container, on va avoir un problème parce que en permanence, on est capable de démarrer des containers et les arrêter. Et donc, pour pouvoir faire ça correctement, on est obligé, pour tout le système, de passer sur des solutions managées. C'est-à-dire que dès qu'on passe à la containerisation, on ne peut plus vraiment s'appuyer sur la partie physique des serveurs. On va être obligé de s'appuyer sur des solutions managées. Et entre autres, là, si on doit uploader des images, on doit passer sur un système d'Object Store qui nous permet de gérer des fichiers de manière managée, en fait. Après, ce qui est intéressant aussi avec le langage Go, ce qu'on a vu, c'est que le démarrage et l'arrêt un petit peu de mes instances était quasi immédiat. Instantané. C'est ça la force. Par rapport à d'autres langages, ça peut être intéressant. C'est surtout que si vous avez un flow continu, vous dites je démarre, ça met 1 minute ou même 20 secondes pour démarrer mon app, mon runtime qui va me permettre d'exécuter mon app, c'est pas très grave, parce que de toute façon, j'ai démarré une fois. Là, l'idée, c'est pas ça, c'est de dire on veut suivre, on veut maximiser l'usage de nos machines. Donc c'est ça, c'est héberger un maximum d'applications sur peu de machines. Et ce qu'il faut, c'est être capable de vraiment accompagner les pics de trafic. Et puis quand le trafic baisse, tuer des containers qui ne servent plus à rien, qui ne reçoivent plus de trafic, de manière à libérer des ressources sur l'infrastructure physique. Dans l'idée, pour moi, la solution de rêve, c'est de dire par défaut, j'ai aucun container qui tourne. J'ai une requête HTTP qui arrive, je démarre le container associé, je traite, et derrière je tue. C'est vraiment ça. Donc on n'en est pas très loin. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure si on a le temps. Sur une infrastructure de type PaaS, donc en App Engine, là, démarrer un container, c'est entre 80 et 200 millisecondes. Donc on n'est pas encore à quelques millisecondes pour accueillir du trafic, mais on pourrait déjà imaginer vraiment suivre de manière très précise la montée du trafic. Nous, on s'autorise sur des solutions de ce type-là avec App Engine en Go. Si une instance, un container n'a pas reçu de requête pendant plus de 5 secondes, on le shoot en fait. C'est un peu ça l'idée, vu qu'on sait que derrière, on est capable de le redémarrer très très vite si à nouveau on en a besoin en fait. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on économise de l'argent ou pas? Bien sûr, puisque c'est un peu le but. Voilà. Je ne sais pas où on en est dans le temps. On a encore une demi-heure. Ok. Alors, dans l'idée aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, on ne code pas forcément une application en elle-même, mais une plateforme, c'est-à-dire un ensemble cohérent de services. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de choses disponibles directement de façon managée. Voilà. Et à nouveau, ce qu'on vous montre là, bien évidemment, vous êtes capable de le faire à la maison sur votre propre data center. L'idée, c'est de dire, moi, il y a plein de choses que je n'ai pas forcément envie d'avoir à gérer. Je veux me concentrer sur le développement de mon code et tout le reste, au maximum, d'avoir des solutions qui me sont proposées, que j'ai juste à utiliser, en fait. Première des choses, on a dit qu'on codait une plateforme, donc on en a déjà parlé. Il faut partir sur des solutions qui permettent de gérer son API. Donc ça veut dire quoi? C'est par exemple, admettons que vous exposez un service et vous voulez faire de la facturation par rapport à l'utilisation de ce service auprès de vos différents clients. Là, votre API, il va falloir commencer à compter qui utilise votre API et d'avoir des compteurs pour éventuellement déclencher de la facturation associée. Plutôt que de coder ces systèmes, autant s'appuyer sur des gens qui proposent déjà des solutions. C'est un exemple. Après, c'est pareil pour tout ce qui va être contrôle d'accès. Donc, bien sûr, tout le monde adore faire de l'OAuth. C'est notre plaisir de coder des infrastructures OAuth. C'est aussi beaucoup plus agréable quand il y en a des gens qui les ont codés pour nous et nous, on a juste à déployer notre code et le protéger à travers ce système d'authentification, en fait. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que des choses comme le versionning, la synchronisme, le cache, c'est assez compliqué, en fait. Voilà. Ça peut être compliqué. Voilà. Pareil, gérer des versions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à gérer le fait d'avoir plusieurs versions de votre application qui tournent en prod. Donc, ce n'est pas simple à mettre en œuvre.
c'est des choses qu'on retrouve souvent dans le domaine du web, c'est-à-dire qu'on développe une nouvelle version de son application, on la déploie, et on doit vérifier le fait qu'on ne dégrade pas la performance business, parce que souvent on fait des applications, c'est pour du business. Par exemple, on déploie une nouvelle version, on a modifié par exemple la couleur du bouton pour déclencher l'achat. Avant de dire je le déploie pour tout le monde, j'ai envie de le tester sur une petite partie de mes clients potentiels. On parle d'A/B testing. Du coup, on est obligé d'avoir plusieurs versions de son application en prod. Soit on code ça, on développe le système qui permet de le faire, soit on s'appuie sur des gens qui vont le faire pour nous en fait. Donc tout ce qui est passe. Maintenant, ça sait faire ça de manière très simple, et c'est en train d'arriver aussi dans les solutions de type CAS en fait. Avec les orchestrateurs. Asynchrone, dès qu'un système il doit communiquer, on va poster des messages. Là, on peut dire je vais utiliser un bus, les fameux bus qu'on avait dans les années 2000. Tiens, je vais installer ça sur du YAS. Je prends des machines et puis j'installe tous les softs et puis je gère mon bus. Il y a des bus modernes type Kafka. Je dis tiens, je vais mettre en place un Kafka et puis je vais pouvoir encaisser des très gros trafics. Et puis l'idée c'est de se dire plutôt que d'avoir à nouveau à gérer ce bus en fait, et à le manager, à vérifier qu'il marche, à me réveiller la nuit s'il y a des problèmes, j'ai envie de passer sur des solutions managées, et ça c'est en train d'arriver. Maintenant tous les cloud providers vous proposent des bus. Donc cet après-midi je ferai une démonstration dans ma presse de cet après-midi d'un système où je vais monter un bus en fait, et le bus que je vais monter, ça me prend à peu près 1 minute pour le déclarer, pour le créer, et dès que je l'ai créé, il peut encaisser 1 million de messages par seconde en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend maintenant de ces systèmes managés. C'est très simple à mettre en œuvre. Oui, de la même manière qu'on a des services qui sont capables d'encaisser niveau HTTP un certain nombre de choses, l'idée c'est que les messages aussi puissent être scalés de façon... Exactement. Ok, et puis les services de cache, ça c'est pareil. En gros, est-ce qu'on doit soi-même manager son Redis, ce genre de choses? On parlait tout à l'heure de CDN, tous ces mécanismes-là. Ouais. On va dire encore, un cache au niveau applicatif, on est capable de le gérer. On sait faire en fait. Et ce qui va être beaucoup plus compliqué à gérer, sans passer par un cloud provider, c'est du cache de niveau HTTP. Typiquement là, je bosse avec un client qui a un service en Europe, et il n'a pas le droit de déplacer ses données de l'Europe pour des raisons de droit en fait, et pourtant il doit pouvoir déployer son service en Asie, en Australie, en Océanie, etc. Et donc là l'idée c'est son système est hébergé sur une plateforme cloud. Pourquoi? Parce que le cloud provider va proposer un système de cache dans ces différents pays en fait. Et du coup, on utilise à fond le côté cache managé, c'est-à-dire qu'en réglant bien les entêtes HTTP, des services qu'on déploie, de l'information qu'on renvoie à l'extérieur, l'infrastructure du cloud provider va protéger les services du client et puis en fait garantir des temps de réponse excellents, puisqu'en fait il y aura des caches sur tous ces continents en fait. Puis le dernier point qui est plus lié à la communication, qui n'est pas forcément lié qu'au cloud, mais aujourd'hui, quand même, HTTPS, très important forcément dans le trafic sortant. Dès qu'on a une API, faut choisir un protocole pour exposer ça. Le protocole de base, c'est HTTPS, c'est pas lié au cloud, mais on disait que c'était quand même bien d'en parler quand on code une plateforme. Et puis quand on fait de la communication en interne, c'est-à-dire pas forcément des choses qu'on va exposer, on peut aussi le faire en HTTP. Voilà, c'est pas forcément le protocole le plus efficace si on reste au sein de son application. Faire communiquer des microservices avec du HTTP, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a d'autres protocoles qui sont en train d'arriver, type gRPC, qui peuvent être des bonnes solutions en fait. Comme on parlait un petit peu de containerisation de microservices, on se disait que c'était intéressant de parler de gRPC aussi. Au même titre qu'avec la conférence d'avant avec GraphQL et Falcor, on a des nouveaux moyens de communiquer entre les interfaces clientes et nos serveurs. Aussi de nos machines à nos machines, on a aussi des nouveaux moyens de communiquer. Scaler. Donc en gros, la vérité, c'est on n'est pas des experts mondiaux de la scalabilité. Ouais. Bon, ok. Tous les deux, on n'est pas des experts. Pourtant, on sait faire. Premier truc, j'ai quasiment envie de dire que c'est un proverbe. On s'était dit, si vous faites des choses simples, en gros, vous avez des grandes chances d'arriver à les faire scaler, et puis vous ferez des choses compliquées, et puis ce sera compliqué de faire scaler en fait. Et il y a de grandes chances que vous vous plantiez pour faire scaler des choses qui sont compliquées. C'est un peu l'idée de Cloud Function d'ailleurs peut-être. Ouais.
Je suis encore CloudFunction, voilà, c'est un espèce d'ovni qui est en train d'arriver. Voilà, j'ai encore du mal à me dire dans quoi je vais l'utiliser correctement, quel est le bon pattern, quel bon endroit où l'utiliser en fait. Mais c'est vraiment, enfin, les gens le poussent beaucoup dans le domaine de l'IoT, où on reçoit des événements et du coup, il faut réagir à ces mesures. Il y a des capteurs qui mesurent des choses et du coup, il faut les traiter. Et traiter une mesure, c'est pas forcément beaucoup de code en fait. En gros, je récupère une information, ce que je veux, c'est la stocker. Bah là, c'est un domaine où les CloudFunction, semblerait-il, pourraient avoir un bel avenir. Donc en gros, ben, c'est ce qu'on dit, hein, si vous voulez scaler et que vous partez sur une infrastructure IaaS, ben, c'est possible, hein, nous ça nous arrive de le faire, mais pour le coup c'est beaucoup d'ops, ça va être à vous de gérer les autoscalers, les load balancers, c'est à vous de tout faire à la main, c'est possible, simplement les projets ils coûtent un petit peu plus cher, voilà, parce qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper justement de la partie scalabilité. Donc l'idée, ben, pour faire la bonne scalabilité, c'est de s'appuyer un petit peu, comme Julien nous l'a montré, sur une solution de type CAS. On voit que multiplier un worker qui va être capable d'accueillir des requêtes, c'est quasi instantané, hein. Enfin, on lance une requête et pouf, on scale. Voilà. À terme, enfin, on attend. Le pass, c'est pareil, c'est ce que ça permet, hein. D'ailleurs, c'est la petite démo que je ferai après. Voilà. Après, est-ce que du coup, quand on fait du IaaS, est-ce qu'on profite vraiment du cloud du coup? Vraiment de la possibilité puissante. On en profite, enfin, je ne peux pas dire qu'on n'en profite pas. Moi, j'ai des clients qui en profitent, mais j'ai envie de dire, on n'en profite pas, enfin, on n'en bénéficie pas de son maximum. Maintenant, c'est vraiment le IaaS, d'ailleurs, je pense que c'était une énorme erreur de Google au départ. Quand ils ont sorti leur solution cloud, ils ont dit bah, nous, en interne, voilà ce qu'on utilise. Ça scale de folie. Et voilà, une bonne manière de faire du web à la Google, c'est d'utiliser App Engine. Les gens, ils ont vu débarquer App Engine, mais ils n'ont pas compris ce que c'était, quoi. Effectivement, ça scale de folie, ça gère des versions, ça a une notion d'API, ça offre des bases de données managées, un système de log managé, etc. Ça offre tout ça. Mais c'était il y a 8 ans, les gens, ils n'ont pas compris, en fait. Et donc, le IaaS, c'est... Bah, pour les gens qui démarrent dans le cloud, je pense que c'est un passage obligé en fait. C'est pas la panacée, mais c'est un passage nécessaire. Pour aller sur le cloud, il faut faire un pas devant l'autre en fait. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour scaler, il faut un démarrage immédiat, en tout cas très rapide, ou alors bah, vous êtes obligé de préchauffer les workers qui vont accueillir les traitements en fait. Voilà. Un exemple classique qu'on a pu rencontrer de temps en temps sur App Engine, c'est par exemple le temps qu'une machine Java démarre, parce qu'on a fait une application Java vraiment classique, etc. Le temps de chauffe est tellement long que globalement le système se dit bah, l'instance elle doit être un peu KO, je vais la supprimer. Puis en fait les requêtes indiquent que non, il faut créer de nouvelles instances. Donc on essaie de créer une nouvelle instance, mais globalement le système dit l'instance ne répond pas, elle doit être KO, puis on a une petite boucle comme ça qui n'est pas toujours très intéressante. Donc voilà. En tout cas, si vous la vélocité, c'est assez important, et le démarrage immédiat, c'est assez important, parce que si vous êtes capable de démarrer vite, vous n'êtes pas obligé de préchauffer vos machines, et le fait de dire « je ne préchauffe pas mes machines », c'est-à-dire que je suis capable de limiter le hardware qui va exécuter mes workers, et puis du coup, on a des économies. C'est-à-dire que sur le cloud, c'est facile, hein, vous pouvez dire ben voilà, moi, je n'ai pas vraiment une application qui démarre vite, donc je mets plein de machines, c'est facile, hein, vous pouvez dire « j'en veux 1000 ». Vous les avez, puis vous mettez vos trucs dessus, ça marchera. Simplement, ben, vous allez sur le cloud et ça vous coûte cher. Voilà. L'idée d'aller sur le cloud, ben, c'est à la fois de bénéficier d'une souplesse, tout le côté managé, mais aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de réduire les coûts et de bénéficier de tout ça. On n'est pas obligé d'acheter le hardware. Ben, essayons de voir comment est-ce qu'on est capable d'en utiliser le minimum. Ben, là, un des patterns obligatoires pour utiliser le minimum de hardware, c'est d'avoir des apps qui démarrent très très vite en fait. C'est pareil, ça démarre vite, il faut aussi que ça s'arrête vite en fait. Ça c'est aussi important parce que si arrêter une application ça prend du temps, ben, pareil, on ne va pas pouvoir bien suivre les pics de charge ou l'arrivée de trafic. Et voilà. Ça s'arrête vite et bien aussi, dans le sens où il ne faut pas garder des logs quelque part ou autre. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester dans vos applis que le seek term ou le seek kill font pas trop de choses bizarres par rapport à votre application. Autre point intéressant, c'est là on se dit c'est très abstrait. On se dit j'ai une application, elle tourne dans le cloud. Donc il faut se dire que physiquement une application ou une plateforme, on a mis application d'ailleurs, on aurait dû mettre plateforme. Hein. On a fourché là. Mais bon, peu importe, elle tourne dans un data center.
enfin, quelque part, elle tourne dans un data center. Ce qui fait un bon cloud provider, c'est d'avoir plusieurs data centers qui éventuellement sont sur plusieurs continents. C'est le truc de base, en fait. Et il est possible qu'à des moments, les data centers s'arrêtent, redémarrent, et qu'on ait besoin de... admettons qu'on doit suivre le soleil. Au début, on a besoin de beaucoup de trafic en Europe, puis après, il faut du trafic accueilli aux US, puis après en Asie, etc. C'est aussi important d'avoir des applications qui sont comme ça, capables de facilement passer d'un data center à un autre, en fait. C'est ce que j'ai appelé une application bohème. C'est qu'elle va s'installer là où on a besoin d'elle, en fait. Voilà. Sur une croissance, du coup, ce qui est important, on l'a vu, donc à la fois le démarrage rapide, l'arrêt, du coup, quand je disais qu'il fallait qu'elle s'arrête bien, c'est vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose sans état, stateless, que ce soit cette application ou une autre qui est répliquée, enfin ce réplica ou un autre qui gère ma requête ou ma fonction, globalement, ça va donner la même chose. Donc vraiment l'aspect... Le sans état, c'est pareil, c'était un des trucs qui n'était pas très compris sur App Engine, mais... quand vous faites du cloud, du microservice, des choses comme ça, dites-vous que les workers qui vont accueillir vos traitements, ils arrivent et ils repartent. Vous ne stockez pas d'état dans vos workers, en fait. Donc, si vous avez besoin de sessions, il faut à nouveau passer sur des systèmes qui vont vous gérer vos sessions de manière managée, en fait. Donc, ça existe, c'est des systèmes comme ça, mais en tout cas, il faut délocaliser. Ce n'est pas votre worker qui doit garder la session, elle doit être externalisée, en fait. Partitionner, ça c'est aussi important, c'est un retour d'expérience que j'ai eu il y a des années par un architecte eBay. Au début, quand ils avaient construit eBay, c'était un énorme monolithe, leur application. Et puis un jour, ils ont eu un problème sur un data center. En tout cas, ils avaient un problème de ressources, ils avaient moins de ressources. Et ce qui s'est passé, comme l'application n'était pas bien partitionnée, globalement, le service s'est dégradé de manière uniforme. C'est-à-dire que tout le site eBay, petit à petit, devenait plus lent. Parce qu'ils ne savaient pas prioriser un des morceaux du site par rapport à un autre. Donc, sachant que le truc le plus important chez eBay, c'est les enchères. Donc, ce n'est pas très grave qu'une personne ne mette pas quelque chose aux enchères un jour donné. Elle est toujours capable de le faire le lendemain. Par contre, quand une enchère arrive à sa fin, si les gens ne font plus d'enchères, là, c'est très embêtant du point de vue du business, en fait. Donc, dans la nouvelle architecture qu'ils ont proposée, c'est justement, ils ont partitionné leur site web en ayant des morceaux du site qui sont extrêmement prioritaires, c'est les enchères. Et ça, en gros, si on commence à avoir des pannes au niveau du data center, on va couper des services, mais on va privilégier les services qui génèrent du business. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à bien partitionner. On va dire que c'est globalement, c'est assez fréquent d'avoir ces problèmes-là. On est tous d'accord que la page d'accueil d'un site web, elle va recueillir plus de trafic que la page satellite à 6 niveaux de profondeur, en fait. Quelque part, vous avez envie de dire, j'ai peut-être envie d'avoir une espèce de micro-partition qui va accueillir le trafic de la page d'accueil. Et là, je suis capable d'avoir plein de workers qui scalent. Et puis, sur des pages ou sur des services qui sont moins sollicités, avoir plus quelque chose de plus monolithique qui va gérer ça et puis où j'ai moins besoin de scaler, en fait. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un intérêt technique globalement pour scaler du coup les bonnes choses, mais il y a aussi un intérêt du coup potentiellement business de pouvoir sélectionner exactement. le bon je service. pense que, en tout cas, dans la notion de microservices, souvent on voit des microservices qui ont des intérêts techniques, comme tu le dis, en fait, qui vont proposer des services techniques. Je pense qu'aussi le cas business du microservice, c'est le partitionnement de son application, en fait. Petite démo ? Ah oui, petite démo. Alors ça, je veux bien que, comme c'est pas ma machine, je veux bien que tu me remettes sur la console. Waouh. Non. Et mon navigateur anonyme. Oui. Voilà. Donc je voulais juste vous faire une petite démo très rapide de qu'est-ce que c'est qu'une application qui scale très vite. Pour ça, je vais utiliser une solution PaaS qui s'appelle App Engine. Donc App Engine, on voit ici déjà, là, j'ai 5 versions de mon application qui sont en prod. Donc il y en a une qui reçoit tout le trafic. Je pourrais très bien dire ici, de manière très simple, je split mon trafic et j'envoie, admettons, X% de mon trafic ici sur une autre version. Très simple à faire quand on est sur des solutions managées de ce type-là. Là, ce que je vais simplement vous montrer, j'ouvre mon service et ça fait Hello World. C'est de la même démo que toi, Julien. Je ne me suis pas cassé la tête. Ce que je vais faire là, c'est que je suis capable d'aller voir les instances qui sont en train de s'exécuter. Voilà, il se trouve qu'en plus, j'ai 0 instance, je ne suis pas allé assez vite. On va aller regarder quand même
les logs ici. Donc là, c'est pareil, je suis sur une solution dans laquelle les logs sont managés, je n'ai pas à m'en préoccuper, il y a un système qui les collecte et qui me les rend accessibles sur toutes mes instances. Donc toutes les instances vont cracher des logs et ça va centraliser la gestion des logs. Et donc là, ce qu'on peut voir ici, je ne sais pas si on voit bien, la dernière ligne tout en bas, la requête que je viens de faire là, à l'instant, en fait, au moment où j'ai démarré mon application, j'avais 0 worker qui tournait. J'avais 0 container qui était capable d'accueillir le trafic. Je me suis connecté sur l'application, ça m'a démarré un container, ça a chargé mon application dans ce container, et ça a bootstrappé, enfin ça a exécuté ma requête et ça m'a renvoyé le trafic. On voit, c'est ce qui a marqué ici, the request cause a new process to be started, etc. Et que ça a pu prendre un petit peu de temps. Donc on voit qu'il a renvoyé la réponse en 382 millisecondes. On peut faire mieux. Donc là, si je regarde ici, là, parce que ça faisait quand même un petit moment où j'ai toujours 0 instance qui tourne. Ici, on va quand même le checker. Là, j'ai bien 0 instance qui tourne. Si je fais ça, à nouveau, je reload. Non, c'est pas bon ça. Je fais ça, hop. Et là, il m'a déjà donné la réponse en fait. C'est vraiment instantané, d'accord? Donc on est dans un monde où mon application, là, elle est codée en Go, donc elle démarre très très vite. Elle est dans une infrastructure de type PaaS qui est capable comme ça de me démarrer très vite des instances. Et donc du coup, c'est pour ça que sur ces architectures-là, le trafic arrive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter des instances qui vont accueillir le trafic, des workers qui vont accueillir le trafic. Et puis comme on veut suivre au plus près pour économiser de l'argent, parce que sur une infrastructure type App Engine, on paye à l'heure globale, c'est-à-dire que si j'ai 300 machines qui tournent pendant 1 heure, je paye 300 heures. Mais si la plupart des machines qui ne tournent pas, ça ne sert à rien que je les garde. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'une machine, un worker ne reçoit plus de trafic, je configure la plateforme pour lui dire, au bout d'un certain temps, tu me le tues en fait. Donc c'est ce qu'on fait là en termes de configuration. Ce que je fais en général, je dis, quand un worker n'a pas reçu de requête pendant 5 secondes, tu le tues en fait. Et vu que ça redémarre derrière très rapidement, en quelques centaines de millisecondes, j'ai très peu de latence sur mon infrastructure. Ok. Je vais remettre les slides. Hein? Ok. Donc dans l'idée, la notion de mesure, donc l'obsession de la mesure, c'est quand même un truc aussi qu'on retrouve chez les gens du web. Et globalement, dans les systèmes complexes, c'est complexe de mesurer un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui nous donne des infos. Donc bon, la vérité, c'est que globalement, voilà, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Ça, c'est une notion intéressante, c'est que du coup, dans l'idéal, il faudrait que directement le soft puisse se mesurer et répondre à ces problèmes, à ces différents problèmes. Donc pour ça, il y a différents niveaux. Le premier niveau, globalement, c'est qu'évidemment, voilà, dans une application, on peut loguer un certain nombre de choses. Donc là, on va dire, un des cloud patterns classiques, c'est de se dire, je ne log pas évidemment dans mon fichier de log en local sur le file system. Exactement. Parce que sinon, voilà, mon instance là, elle est morte, c'est fini, les logs, je les ai plus. Donc à mon pattern déjà, c'est souvent loguer sur sysout, syserver. Un truc standard qui existe un peu partout. Le deuxième point après, monitorer, c'est notre notion, c'est qu'au-delà des logs applicatifs, c'est que la plateforme souvent va nous apporter un certain nombre de choses pour monitorer un peu nos instances, nos pods, enfin ça dépend de quoi on parle, mais grosso modo quand même avoir un certain nombre de stats sur comment ça se comporte d'un point de vue un peu plus système, CPU, mémoire, ça dépend. Voir si le système, en fait voilà. On est sur une infrastructure qui nous manage pas mal de choses, et c'est être capable de surveiller un petit peu que ces systèmes qui managent, ils tournent correctement, en fait, c'est le monitoring. Et donc pour ça, ce qui va être important, c'est d'arriver à centraliser toute l'information. C'est pas d'aller sur chaque système qui est managé pour aller regarder comment il se comporte. C'est d'avoir des consoles qui sont capables de complètement centraliser l'information. Donc c'est aussi ce que proposent maintenant les cloud providers. C'est des systèmes de log, des systèmes de monitoring, et puis derrière des consoles qui centralisent l'ensemble des informations en fait. Dernier point important, c'est il y a plein de systèmes qui vont générer plein de logs. Des systèmes managés, et à un moment donné, ça peut être intéressant d'être capable, il y a une requête qui est arrivée, elle est passée dans plein de systèmes, elle a généré plein de logs, et à un moment donné, j'ai envie de voir
comment est-ce que ma requête, elle vit dans ces systèmes de log? Ce qu'il faut, c'est penser à les identifier, c'est de générer un identifiant unique qui va me permettre de redécouvrir toute la trace de ma requête dans le système qui a été dans le système en fait. On parle souvent de correlation ID ou ce genre de choses. Exactement. La robustesse, du coup, on a vu tout à l'heure un truc intéressant, c'est de pouvoir pas forcément répondre du tac au tac, le mécanisme d'asynchronisme, c'est de se dire de pouvoir déverser une partie des traitements dans une file d'attente, donc c'est le mécanisme de queuing. Business first, un petit peu ce que tu racontais tout à l'heure avec eBay. L'idée, c'est de se dire que le découpage qu'on peut avoir, il peut aussi avoir un intérêt business. La notion d'API failure, là, voilà, c'est différentes notions. On va pas forcément réexpliquer l'idée de Netflix avec ses Cow Monkey, mais il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes quand même dans la philosophie. C'est-à-dire que de toute façon, ça va échouer. Et du coup, il faut quand même avoir des mécanismes plus ou moins automatiques pour que le système continue de vivre sans aucun problème. Scale out, là c'est encore une autre notion, c'est qu'en gros la scalabilité verticale quand même a ses limites et grosso modo on va pas forcément à chaque fois augmenter la mémoire ou le CPU de la machine ou essayer de trouver une machine plus puissante. L'idée c'est qu'avant on avait une application, on avait une machine, on la chouchoutait quoi. C'était un peu notre bébé, on était super fiers, on faisait très attention. Maintenant l'idée c'est de dire ce qui me fait tourner mon service, je suis capable de le faire démarrer, de tuer en permanence. Donc on va perdre la notion de relation affective qu'on avait avec notre application. L'idée en permanence, on en tue, on en redémarre, on en tue, on en redémarre. En fait, c'est ça. Scale out, c'est pas de dire j'ai ma super application et je vais la chouchouter en lui mettant une machine de plus en plus grosse pour la faire tourner. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est de dire ok, j'ai une application, je lui donne des tout petits hardware pour tourner. Puis si j'ai besoin de plus de versions, j'en monte et puis dès que j'en ai plus besoin, je tue tout ce que j'ai en fait. Ouais. Le but, c'est d'éviter le phénomène « touchez pas à ma machine Belzémuth sur le port 80 parce que j'en ai besoin » et voilà. Surtout, n'y touchez pas. Et puis aussi, tout ce qui est couplage lâche, vous allez accéder à des services externes. Donc ça, c'est un peu la tarte à la crème, on en parle tout le temps. Mais ça reste vrai, vous allez faire appel à des systèmes managés. Ces systèmes managés ils seront plus ou moins présents. Réfléchissez à quel niveau de dépendance vous voulez mettre entre votre plateforme et puis des systèmes externes que vous utilisez en fait. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça a quand même une implication au niveau du code vraiment, et que c'est intéressant aussi de vraiment bien découper son application. Que si du coup, je sais pas, on stocke des fichiers plutôt sur du S3 ou sur Cloud Storage, qu'on puisse quand même peut-être facilement passer de l'un à l'autre ou en tout cas sans trop avoir de problème. Les tests, est-ce que c'est lié vraiment au cloud? Non, pas vraiment, mais il faut quand même continuer. Enfin, c'est pas parce qu'on fait du cloud qu'on oublie ce qu'on fait. Donc, il faut tester les performances de son système, sa disponibilité, son endurance. Enfin, il faut continuer à faire ça. Ok. L'aspect déploiement. Ce qui est intéressant et ce qui est vrai, c'est que du coup, on l'a vu, notre infrastructure, elle est vraiment éphémère. Elle est immuable, c'est-à-dire qu'on va plutôt réinstancier, enfin, du coup, utiliser de nouvelles instances que réutiliser les anciennes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est éphémère et qui ne bouge pas. Éphémère dans le sens où ça revient aussi à la notion un petit peu de l'application bohème. Elle est là, elle n'est pas là. Bon, tant que le système marche, on s'en fiche. Donc ça, il y a pas mal de choses qui ont des implications. C'est déjà le premier prédicat quand on fait du cloud pattern, c'est vraiment d'avoir l'infra as code, donc vraiment tout qui est sauvegardé dans son Git. On parle souvent des Jenkins files, des Docker files, de pas mal de choses dans ce niveau-là, des Circle CI ou n'importe quoi. Mais vraiment que tout soit tracé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on crée des branches, un certain nombre de choses, tout en fait suit vraiment notre code. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est potentiellement d'aller plus loin avec même, on va dire, les process d'admin qui sont, je dois changer tel type de champ dans un autre champ, ça soit lié vraiment dans le code vraiment métier, que ça s'accompagne en fait avec la version. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème de compatibilité ou autre. Une autre notion très importante, c'est de se dire, finalement, en fait, ma base de code, est-ce que comme ça, voilà, je suis sur GitHub, je suis sur mon repo privé, est-ce que je peux le passer public? En fait, si vous vous dites, non, j'ai mes tokens, j'ai mes clés privées, voilà, il y a quelqu'un qui va pouvoir accéder à mon S3 personnel avec mes photos, c'est qu'en fait, votre appli, elle est peut-être pas tout à fait bonne. L'idée, c'est vraiment d'avoir tout ce qui est configuration ailleurs et pas forcément commité dans le Git du code source. Ça peut être aussi dans un Git à côté qui est lié à la config. Ouais. Mais vraiment que toutes ces variables-là soient passées vraiment en variable d'environnement. Après, de ce point de vue-là, il y a un pattern qui est en train d'arriver justement pour ce qui est de la configuration des applications. De plus en plus de gens, et même de cloud providers, proposent de stocker ces configurations dans les object storage. C'est-à-dire que de stocker la configuration de votre app dans un S3 ou dans un Google Cloud Storage, en fait.
L'idée, c'est quand on démarre l'appli demande un gros JSON de config, en gros, pour savoir quoi faire. Voilà. Il le récupère et tac, il accède à l'ensemble de ses services. Surtout, j'ai un container qui doit, par exemple, envoyer des tweets. Quand ce container il doit se configurer, il fait une requête sur un cloud storage, il récupère son fichier de config et il est capable de communiquer, en fait. Et du coup, c'est très simple, c'est très managé, ça va vite. L'idée avec tout ça, c'est vraiment d'avoir des builds répétés. Voilà, dans les patterns, les 12 factor app, l'idée, c'est vraiment d'avoir 3 notions, le build, le release, le run, mais qu'en gros, ça soit vraiment, quel que soit le run, soit le même livrable. Donc vraiment l'idée, pas forcément continuous delivery dans le sens où on va très vite mettre son application en production, mais dans l'idée déjà aussi que très rapidement, enfin tout le temps on est capable de répéter l'opération qu'on avait fait. Okay, donc quelle que soit la version, le tag, on est capable de répéter et avoir quelque chose de disponible. Donc ça c'est aussi grâce à, on va dire, tous les orchestrateurs, les mécanismes de passe, les écosystèmes qui nous permettent d'avoir des environnements un peu à la demande, parce que sinon ce serait compliqué d'avoir sa version disponible directement. La notion de test process, l'idée c'est de se dire que de la même manière, on a vu qu'au lieu de peut-être faire une application très compliquée et que pour scaler, il faut vraiment que son application soit aux petits oignons, se dire que avec les réplicas, avec la démo qu'on a fait, rapidement, on pouvait avoir du coup 25 nœuds disponibles. Là, l'idée avec la notion de testless process aussi, c'est de se dire que rapidement, je peux avoir une version A et à côté, j'ai une version B. Et grosso modo, en fait, que ce soit la version A qui réponde, ou plutôt ma version B pour faire des tests petit à petit, on a vu le traffic splitting où on essaie de rediriger le trafic un petit peu, qu'en fait, quelle que soit en fait la version, ça puisse fonctionner. Donc ça a souvent des impacts aussi en termes de données, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Et le dernier point, la notion de self-contained application, c'est vraiment de se dire qu'on ne se base pas vraiment sur un runtime, sur un serveur d'appli pour que notre application elle tourne. Et c'est là où vraiment Go est intéressant aussi en termes de langage, puisqu'on a quelque chose qui est très rapidement disponible. Avec un seul mais en gros l'idée c'est avant, moi j'ai vécu de ça, donc je le dis avec beaucoup de simplicité. Avant on installait un WebSphere et dessus on mettait son application. Maintenant l'idée c'est on oublie ça c'était fin des années 90, début des années 2000. Maintenant je code mon application et ça va s'exécuter et cette application elle intègre son serveur d'app, son mini serveur d'app, et Go fait ça très naturellement. Puisque dans le langage Go, de base, vous avez un serveur d'app en fait, qui supporte HTTPS, il supporte même maintenant HTTP 2, en fait, donc ça va très très vite. Admettons que vous vouliez faire du HTTP 2 en prod, en ce moment ce serait compliqué si vous avez déployé sur des infrastructures type serveur d'app Java classique, parce qu'il faut que la stack Java commence à supporter, ça prend du temps. Là, vu que c'est votre application qui héberge son propre serveur d'app, le moment où vous redéployez une nouvelle version, de base, vous avez tous les protocoles que vous voulez en fait. C'est un peu ça l'idée. La notion d'événement, là en gros c'est un peu la loi de Murphy. De toute façon les événements qu'on devra traiter, ils arriveront en retard. On ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc pour ça, souvent les mécanismes asynchrones, moi il y a un pattern que je trouve vraiment très important, c'est la notion de circuit breaker. Qui connaît parmi vous en gros le pattern de circuit breaker? Ok, il y a un tiers de la salle. En gros, c'est vraiment l'idée d'un fusible qui permet du coup, quand moi j'ai besoin de requêter, un serveur a besoin de requêter un autre serveur, au lieu de l'appeler continuellement et d'avoir des échecs du serveur distant, c'est de se dire je vais lui laisser une bouffée d'air à ce serveur-là. Je ne vais pas le rappeler tout de suite dans cette fenêtre de temps où j'ai eu des erreurs, je vais le rappeler plus tard. Okay, et pendant ce temps-là, je vais renvoyer directement des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que je vais laisser du temps à mon serveur B que j'appelle pour le temps de respirer. Peut-être qu'il redémarre, peut-être qu'il a eu un petit échec. Et l'intérêt aussi, c'est que mon client, il ne va pas se taper tous les timeouts d'appeler le serveur B à chaque fois, et du coup, je lui réponds directement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, au final, les orchestrateurs ou les load balancers le gèrent des fois un petit peu en interne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de circuit breaker as a service. L'autre notion aussi, quand on fait de l'asynchronisme, c'est de se dire, on n'est pas dans un mécanisme justement bus system ou autre qui commande un peu tout et qui sait en fait vraiment chef d'orchestre, qui sait du coup orchestrer l'ensemble de notre plateforme. Mais du coup, la plateforme soit plutôt un ensemble de petits services qui, ensemble, créent quelque chose de joli, une jolie chorégraphie en fait. Quelque chose qui est très fluide et plutôt joli. C'est juste là, pour terminer notre presse, c'est une petite introduction à ce dont je vais parler cet après-midi. Qui a déjà entendu parler d'architecture lambda pour traiter de la data? Pas mal. Donc l'idée de ces architectures, c'est de dire, quand on reçoit des très gros volumes d'informations, il y a deux manières de le gérer. Soit je vais être très précis dans la manière de traiter ces informations, là je serais plutôt sur une mécanique de type batch, ou soit en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir une information de ce qui se passe en ce moment,
Et là, je serais plutôt sur une information temps réel avec du stream, mais par contre, je ne serais pas forcément très précis parce qu'au moment où je sors une interprétation de ce qui est en train de se passer, je ne suis pas sûr que j'ai reçu tous les événements. Bien que tu ailles au slide d'après. Donc ça donne des architectures comme ça, dans lesquelles on a des chaînes de type batch ou des chaînes de type stream qu'on va processer. Et l'idée, c'est soit de le faire sur des infrastructures qu'on code soi-même, il y a plein de produits open source qui permettent de faire ça, soit de se dire, est-ce qu'on n'est pas maintenant capable d'avoir ces chaînes de traitement sur des infrastructures managées complètement, où nous, on n'a plus qu'à s'occuper du traitement de la donnée. Ce que je vais vous montrer cet après-midi, c'est comment on est capable de mettre en place ça, une architecture lambda, sur une infrastructure cloud managée. Et l'idée, en fin de presse, je vous ferai une démonstration où, en partant de zéro, j'ai 0 machine, et au bout de 10 minutes, j'aurai une chaîne qui encaissera 100 000 événements par seconde. C'est-à-dire que je publierai dans un bus 100 000 événements par seconde, je les transformerai, et puis après, je les écrirai dans une base de données. Et je suis capable de faire ça en 10 minutes parce que je pars sur une infrastructure qui est serverless. Parce qu'on parle de serverless, je n'ai plus du tout à me préoccuper des machines pour monter ça. Je suis dans des choses qui sont complètement managées. Le level up, la suite, en gros, voilà, le petit proverbe qui est sympa, c'est killers have patterns. Donc n'hésitez pas en fait à réutiliser ces patterns-là pour faire des applications géniales. C'est vraiment super important, je pense, aujourd'hui. L'autre point, l'autre vérité qui est intéressante, c'est qu'avec le cloud, du coup, on a vraiment quand même une flexibilité. On peut vraiment faire utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. Donc ça, c'est vraiment quand même une notion qui est intéressante en tant que développeur, d'avoir de la liberté en fait sur ce qu'on veut faire. Et puis les bénéfices, là tout ce qu'on a montré, vraiment la philosophie, c'est de se dire que vraiment serverless, on ne veut pas passer du temps à configurer son serveur, on veut passer du temps en fait sur le code métier, vraiment à ajouter de la valeur ajoutée à notre plateforme, à notre application globale, et vraiment mettre de l'effort là-dedans, et pas forcément passer trop de temps à faire autre chose. Merci. Merci. On a le temps pour une question avant d'aller manger. Est-ce que quelqu'un a une question? Tout le monde a faim, ouais. Tu as dit que l'IAS n'était pas une très bonne idée. Finalement, si on a le IAC et qu'on arrive à avoir des builds reproductives, on peut partir sur le... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Hein. Ce que je dis, c'est que c'est la solution où en fait, on va faire le plus de d'ops. C'est possible, donc nous, on le fait, et je pense que c'est un bon... dans l'idée, enfin, si ce que tu cherches à faire n'a pas de solution managée équivalente, tu es obligé de passer par du IaaS. Maintenant, si tu as quelqu'un qui te propose, un cloud provider qui te propose ça directement en managé, tu as plutôt intérêt à aller sur du managé. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui installent des bus Kafka pour récupérer des événements. Si je veux faire du Kafka, et j'ai absolument envie de faire du Kafka, je suis obligé de me gérer moi-même mes machines, de mettre mon Zookeeper, de gérer mon cluster de machines, etc. Je suis sur du pur IaaS. Puis après, je dis maintenant, il y a des cloud providers qui disent ces bus de type Kafka, ils les proposent en managé. Et la seule chose, c'est que je vais dans une console, je dis je crée un nouveau topic de publication, c'est de la configuration, il y est, et à partir du moment, au bout d'une minute, il est créé, et je peux envoyer 1 million d'événements par seconde sur ce bus en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça va dépendre. Si ce que te propose ton cloud provider du point de vue manager, ça ne correspond pas à ton besoin, vas-y en IaaS. Par contre, derrière, c'est à toi de tout faire à la main en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le problème, il est surtout sur le cloud hybride. Du coup, tu as des choses chez toi et tu as des choses sur le cloud. Oui. Si tu veux faire parce que tu veux avoir des choses en interne en fait, c'est ça? Ouais. Là, oui, de toute façon, cloud hybride, ouais. Il n'y a pas le choix. Voilà. Bon, okay. On va vous remercier. Puis bon appétit. Bon appétit.